Ne dépasse pas tes fonctions, tu n'es qu'une serveuse. Le cri méprisant déchira l'air feutré d'un établissement 5 étoiles, au moment précis où le fils du milliardaire cessait de respirer. 5 experts de renom l'entouraient, mais l'espoir pour l'enfant s'amenuisait à une vitesse terrifiante. Seule la serveuse, fraîchement humiliée, décela l'erreur fatale. Elle se trouvait face à une décision historique, sa propre sécurité ou affronter tout le monde pour sauver une vie innocente. Comment ce choix allait-il changer leur destin? Ne manquez pas les événements qui vont suivre. Sale traînée, dégage de ma vue immédiatement. Ce n'est pas un endroit pour les gens de ton espèce. Le rugissement de Stéphane Dubois fit vibrer l'espace. Le gérant du restaurant, sa moustache impeccablement taillée, pointa un doigt boudiné vers le visage de la personne qui se tenait devant lui. Son visage était congestionné, il tremblait de rage. Stéphane, fort de nombreuses années d'expérience dans le service de luxe, s'était toujours considéré comme un maître dans la gestion de n'importe quelle situation, y compris une urgence médicale, tant que cela ne contrariait pas un client VIP. Chloé Dupont baissa la tête, le menton rentré dans la poitrine. Elle était la serveuse du soir, âgée de 24 ans, une silhouette menue perdue dans son uniforme trop large. Chloé serra le bord de son tablier, ravalant une boule amère. Au Grand Étoile, le restaurant 5 étoiles le plus luxueux de Paris, les larmes des pauvres étaient la chose la moins chère. « Je suis désolé, je voulais juste nettoyer le verre », balbutia Chloé. « Tais-toi. Va te cacher. » Stéphane la bouscula violemment à l'épaule. Chloé recula en chancelant derrière un rideau de velours pourpre. Elle appuya son dos contre le mur froid, le souffle coupé. Son cœur battait comme un marteau-piqueur dans sa cage thoracique. De l'autre côté du rideau se trouvait un monde de contes de fées pour milliardaires, des lustres en cristal scintillant, du vin rouge millésimé, des costumes sur mesure à plusieurs milliers d'euros. À la table centrale, Nicolas Moreau levait son verre. C'était un magnate de l'industrie pharmaceutique, un homme qui tenait entre ses mains la vie de millions de malades. Nicolas était d'une beauté saisissante, une beauté froide, acérée et empreinte d'arrogance. À ses côtés se tenait Léo, son fils de 7 ans. Le petit garçon, perdu dans son costume coûteux, fixait le dessert avec des yeux d'une tristesse infinie. Chloé jeta un regard discret à travers la fente du rideau. Elle ne regardait pas le vin, mais Léo. Son instinct de grande sœur, elle qui avait pris soin de son frère paralysé, la rendait particulièrement sensible aux enfants fragiles. Clac! La cuillère en argent dans la main de Léo tomba sur le sol en pierre, un son sec et froid. L'enfant ne se pencha pas pour la ramasser. Léo se raidit, ses 2 mains agrippant sa gorge. Ses yeux se révulsèrent. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Léo, ne fais pas de blagues, fronça les sourcils Nicolas. Sa voix était sévère, mais pas encore alarmée. Chloé retint son souffle, ses pupilles se contractèrent. Ce n'était pas une blague. Ce n'était pas une obstruction ordinaire. C'était une asphyxie silencieuse. Sa poitrine ne bougeait plus. La couleur de sa peau passait du rose à un gris cendreux. La mort se tenait juste derrière la chaise de l'enfant. Chloé se précipita, ignorant les règles, ignorant Stéphane. Elle courut sur le sol en pierre polie. Dehors. L'enfant s'étouffe. Cria-t-elle. Dehors? Nicolas fut stupéfait. Avant qu'il ne puisse comprendre ce qui se passait, il vit une silhouette débraillée se jeter sur son fils. Chloé s'agenouilla, sa main se posa sur le cou de Léo. Aucun pouls carotidien. Appelez une ambulance, immédiatement. Elle leva la tête, hurlant sur le milliardaire abasourdi. Baf! Une force violente frappa l'épaule de Chloé. Stéphane s'était jeté sur elle. Il l'attrapa par le col de son uniforme et la tira en arrière. Chloé tomba lourdement sur le sol, ses genoux heurtant la pierre froide. La douleur était vive. Folle. Tu oses toucher un client VIP. Rugit Stéphane, plus terrifié à l'idée de perdre un client que de voir une personne blessée. À cet instant, Nicolas reprit ses esprits. Il vit son fils, la tête affalée sur la table. La panique s'infiltra dans ses yeux orgueilleux. Il souleva Léo, le secouant vigoureusement. Ne le secouez pas. Vérifiez ses voies respiratoires. Chloé se débattait entre les mains des 2 gardes de sécurité qui venaient d'arriver. C'est un spasme nerveux, ne le secouez pas.
Nicolas se tourna brusquement. Il ne vit pas une sauveuse, seulement une serveuse qui semait le désordre. « Éloignez-vous de mon fils !» cria Nicolas, sa voix chargée d'autorité et de dégoût. « Qui vous a donné la permission de le toucher? Vous voulez lui faire du mal? Dehors! Disparaissez de ma vue !» Ces mots étaient comme des couteaux. Ce n'était pas seulement une expulsion, c'était une négation de sa dignité. Aux yeux de Nicolas, Chloé était une bactérie, un déchet. « Vous ne comprenez pas, s'il vous plaît, sortez-la d'ici. Appelez l'équipe du docteur Leclerc, tout de suite. » ordonna Nicolas. Les deux gardes de sécurité saisirent fermement Chloé et la traînèrent sur le sol. Ses chaussures se détachèrent, ses pieds nus raclant la pierre froide. Stéphane courut derrière, sifflant entre ses dents, « Tu es fini, Chloé. » Bang! La lourde porte en chêne de la zone VIP se referma brutalement devant elle. Chloé fut jetée dans le couloir comme un sac d'ordures. Elle se releva péniblement, s'appuyant contre la paroi de verre qui les séparait. À l'intérieur, Nicolas serrait Léo dans ses bras. Mais Chloé vit quelque chose de plus horrible. Les lèvres de Léo n'étaient plus violettes, elles tremblaient continuellement. Un filet de mousse blanche commença à s'écouler du coin de sa bouche, mêlé à un liquide rosé. Chloé se figea. Ce n'était pas un étouffement. C'était le signe d'une neurotoxine, une toxine nerveuse extrêmement puissante qui provoque une paralysie instantanée des muscles respiratoires. Si l'équipe de médecins le traitait de la manière habituelle au tape dans le dos ou trachéotomie, Léo serait en danger d'édème pulmonaire en moins de 2 minutes. Chloé glissa le long du sol, impuissante, endolorie. L'équipe médicale d'élite arrivait dans l'ascenseur. Il apportait des instruments, une confiance mortelle. Il s'apprêtait à entrer pour jouer une pièce de théâtre visant à sauver une vie, mais en réalité, il signait l'arrêt de mort de l'enfant. L'horloge de la mort avait commencé son compte à rebours, et la seule personne qui détenait la clé de la vie venait d'être jetée au rebut. La porte de l'ascenseur privé pour VIP s'ouvrit. Une rafale d'air froid envahit le couloir, frôlant Chloé assise par terre. 5 silhouettes en sortirent, marchant d'un pas rapide et décidé. Le son de leurs coûteuses chaussures en cuir frappant le sol en marbre résonnait comme des clous. En tête se trouvait le docteur Philippe Leclerc, un homme d'âge mûr aux cheveux grisonnants gominés, un stéthoscope plaqué or autour du cou. Il marchait le menton haut, dégageant l'arrogance de celui qui détient le pouvoir de vie ou de mort. Il n'accorda même pas un regard à Chloé. Pour lui, elle n'était qu'un chiffon abandonné dans la rue. Immédiatement à sa droite suivait Valérie Petit. Cette femme dégageait une froideur glaçante. Son visage était lourdement maquillé mais inexpressif, comme une figure de cire. Elle portait une mallette de premier secours métallique spécialisée, les jointures blanchies à force de la serrer. Ensuite, Lucas Bernard, un jeune médecin mince dont les yeux s'agitaient rapidement derrière d'épaisses lunettes. Il portait avec difficulté un moniteur et une bouteille d'oxygène, des gouttes de sueur perlant sur son front malgré la climatisation à plein régime. Derrière eux se trouvait Marc Leroy, un anesthésiste de renom au visage aussi arrogant que celui de Leclerc, une grande seringue remplie de sédatifs à la main, et enfin Stéphane Dubois, le gérant, qui, bien que n'ayant aucune qualification médicale, se mêlait toujours de toutes les décisions, se considérant comme faisant partie de cette équipe d'experts. « Poussez-vous » cria Lucas à voix basse en passant devant Chloé, mais sa voix tremblait. La porte en chêne de la salle VIP s'ouvrit et se referma violemment. Chloé fut laissée derrière pour la 2e fois. Elle se releva avec difficulté. La douleur à son genou était lancinante, mais la peur dans sa poitrine était infiniment plus grande. Elle appuya son visage contre la vitre embuée. Elle devait voir. Elle devait savoir ce qu'ils allaient faire à Léo. À l'intérieur, la mascarade commença. Leclerc écarta les bras, repoussant la foule murmurante. « Reculez. Tous, reculez !» cria-t-il, sa voix résonnant d'autorité. « Nous sommes l'équipe médicale personnelle de Monsieur Moreau. Laissez les experts faire leur travail. » Nicolas Moreau se précipita, agrippant le bras de Leclerc. Le costume élégant du milliardaire était maintenant en désordre, sa cravate de travers, ses yeux injectés de sang. « Sauvez-le, Leclerc, s'il vous plaît. » La voix de Nicolas se brisa, son arrogance s'effondrant face au danger imminent qui menaçait son fils. « Peu importe le prix, sauvez mon enfant. » « Calmez-vous, Monsieur Moreau, nous sommes là maintenant. »
Leclerc tapota doucement l'épaule du magnate, un geste rassurant très théâtral. Il s'approcha de Léo, posa son stéthoscope sur la poitrine de l'enfant, puis plissa les yeux, feignant une grande concentration. Il prit son pouls au cou, lui ouvrit les paupières. Tous ses mouvements étaient rapides, précis et très professionnels. Mais à travers la vitre, Chloé vit autre chose. Leclerc n'avait pas vérifié les réflexes pupillaires, ni regardé la mousse qui sortait de sa bouche. Il ne faisait que jouer la comédie. Rythme cardiaque à 140, tension artérielle en chute libre. Cria Leclerc, couvrant la musique de piano que personne n'avait eu le temps d'éteindre. Éruption cutanée sous le cou. C'est un choc anaphylactique de grade 2 dû à la nourriture. La trachée se contracte. C'est faux. Cria Chloé dans sa tête. Il n'y a pas d'éruption, ce sont les marques que l'enfant s'est faites en se grattant. Valérie, prépare de l'épinéphrine, injection intramusculaire, immédiatement. Ordonna Leclerc. Valérie Petit ouvrit sa trousse, sortit une seringue pré-remplie. Ses mouvements étaient fluides, sans la moindre hésitation. Elle remonta la manche de Léo. Chloé frappa à la vitre. Non. N'injectez pas d'adrénaline. Mais la vitre insonorisée était trop efficace, ou peut-être que personne ne se souciait des coups d'une fourmi à la porte. L'aiguille pénétra dans le petit muscle de Léo. Le médicament fut injecté. Leclerc se redressa, ajusta le col de sa blouse, s'attendant à ce qu'un miracle se produise, comme à chaque fois qu'il jouait cette farce devant la haute société. 1 seconde, 2 secondes. Léo ne se remit pas à respirer. Au contraire, son corps s'arqua comme une crevette, ses yeux se révulsèrent complètement. La convulsion éclata avec plus de violence que jamais. La mousse à la bouche jaillit abondamment, passant du blanc à un rose intense. Il semblait que les poumons de l'enfant étaient endommagés par une pression excessive. La neurotoxine, avec l'adrénaline, c'était comme jeter de l'essence sur le feu. Elle stimulait le système nerveux déjà paralysé jusqu'à un état de surcharge. « Qu'est-ce qui se passe » cria Nicolas, se précipitant pour serrer son fils dans ses bras. « Pourquoi convulse-t-il ? Vous aviez dit que c'était une allergie. » Leclerc fut décontenancé un instant. La sueur commença à perler sur son front. Il regarda Valérie. La femme au visage froid s'était également arrêtée, la seringue vide à la main. Lucas était dans un coin de la pièce, les mains tremblantes, sur le point de laisser tomber la bouteille d'oxygène. Marc Leroy, lui, fronçait les sourcils, semblant réellement inquiet mais n'osant pas parler. « Complication !» cria Leclerc, tentant de reprendre le contrôle. Les voies respiratoires sont complètement obstruées par l'édème. Le médicament ne passe pas. Nous devons ouvrir une voie aérienne immédiatement. Il se tourna vers Valérie, hochant la tête avec détermination. Trachéotomie. Ces 3 mots résonnèrent comme un coup de foudre aux oreilles de Chloé. Une trachéotomie ? Inciser la gorge alors que la pression intracrânienne augmentait et que les poumons se remplissaient de liquide ? C'était une condamnation à mort. Une seule coupure provoquerait une hémorragie incontrôlable, et Léo serait en danger à cause de son propre liquide avant même qu'un tube respiratoire puisse être inséré. Valérie jeta la seringue sur le plateau en acier inoxydable et sortit un scalpel chirurgical. La lame en acier inoxydable brilla sous la lumière du lustre en cristal, aiguisée et froide. Elle s'approcha de Léo. Nicolas était retenu par Lucas et Marc. « Tenez l'enfant » ordonna Leclerc. Valérie plaça la lame du scalpel sur la peau délicate du cou de Léo. Elle ne tremblait pas. Elle ressemblait à une personne sur le point d'agir, sans émotion, sans pitié. Dehors, Chloé était pétrifiée, son corps glacé. Elle vit le faible mouvement de la poitrine de Léo pour la dernière fois. Elle vit la foi aveugle dans les yeux de Nicolas. Et elle vit la lame du scalpel de la mort descendre. Ce n'était pas un sauvetage, c'était un acte de danger manifeste. Une décharge électrique parcourut le dos de Chloé. La peur disparut, laissant place à une fureur explosive. Elle ne pouvait pas rester là à regarder une seconde de plus. Elle fit 2 pas en arrière, les yeux fixés sur la porte en bois. Elle n'allait pas frapper. Elle allait l'enfoncer. Crac! La lourde porte en chêne vola en éclats sous un coup de pied de Chloé, qui utilisa toutes ses forces. Le bruit sourd fut comme un coup de canon dans l'atmosphère tendue. Tout mouvement dans la salle VIP cessa.
Valérie Petit sursauta, le scalpel chirurgical à la main s'arrêta, suspendu à quelques millimètres de la trachée palpitante de Léo. Une goutte de sueur de son front tomba, s'écrasant sur le col de la veste de l'enfant. Chloé entra en courant. Elle n'avait plus l'air humble d'une serveuse. Ses cheveux étaient défaits, son tablier en désordre, sa respiration haletante. Mais ses yeux brûlaient d'un feu intense. « Arrêtez! N'utilisez pas le couteau !» cria Chloé, sa voix brisant l'air dense imprégné de désinfectant et de peur. L'enfant a une intoxication neurologique. Regardez la mousse dans sa bouche. La trachéotomie le mettra en danger immédiatement. Leclerc se tourna brusquement, le visage rouge de colère. Où est la sécurité? Comment avez-vous laissé entrer cette personne? Chloé ne s'en soucia pas. Elle pointa directement Valérie, qui tenait toujours le scalpel. Vous voyez ce liquide rosé qui sort? Hurla Chloé en s'approchant malgré l'obstruction de Lucas et Marc. Les poumons sont endommagés par la pression de la contraction. Si vous ouvrez sa trachée, le liquide refluera dans ses poumons. L'enfant sera en danger à cause de son propre liquide. Arrêtez tout de suite. Les connaissances médicales qui jaillissaient de la bouche de la plongeuse firent hésiter Valérie un instant. Elle regarda Léo. Le liquide rosé et mousseux qui s'écoulait du coin de la bouche de l'enfant était exactement comme Chloé l'avait décrit. Elle savait que Chloé avait raison, mais la fierté d'une usurpatrice en blouse blanche ne lui permettait pas de s'incliner devant une serveuse. Valérie serra le manche du scalpel et ricana d'un sourire froid et méprisant. Une neurotoxine dans une soirée 5 étoiles? Valérie pinça les lèvres. Où avez-vous étudié la médecine? À la télévision ou dans votre évier? Sortez d'ici pour que nous puissions sauver une vie. Je l'ai déjà vu. Mon frère a été en danger à cause de ça. Chloé fit un pas de plus, désespérée. S'il vous plaît, ne coupez pas. Baf. Une grande main ornée d'une lourde bague en or poussa Chloé sur le côté. Elle chancela, s'enheurtant le bord de la table à vin. Des verres tombèrent avec un fracas, se brisant en 1000 morceaux. C'était Nicolas Moreau. Le milliardaire s'avança, s'interposant entre Chloé et son équipe de médecins. Il se tenait là, tel un mur, protégeant la lame du scalpel. Mais la peur de perdre son fils s'était transformée en une rage aveugle. Il ne vit pas une jeune fille essayant de sauver son fils, seulement une faiseuse de troubles qui perturbait le fragile espoir de vie de Léo. Nicolas pointa Chloé du doigt, son doigt tremblant non de peur, mais du mépris le plus absolu. « Je t'ai dit de partir. Tu es sourde ?» rugit Nicolas, sa voix résonnant dans la poitrine de Chloé. « Pour qui te prends-tu? Tu te crois plus intelligente que mon équipe médicale de la Sorbonne? » Chloé leva les yeux, les larmes lui montant aux yeux, mais elle ne les laissa pas couler. Elle regarda droit dans les yeux de l'homme le plus puissant de la pièce. « Ils se trompent, monsieur. Ils sont en train de causer, tais-toi. » L'interrompit Nicolas d'une voix glaciale. « Tu n'es qu'une personne insignifiante dans la société. Une serveuse. Sans diplôme, sans statut. Que sais-tu de la médecine? Que sais-tu de la vie de mon fils? » Il s'approcha d'elle, se pencha, son souffle chaud sur son visage. « Si tu prononces un seul mot de plus, si tu oses les retarder une seconde de plus, je te le jure devant Dieu, je ferai en sorte que tu ne puisses plus vivre dans cette ville. Je ferai en sorte que toi et toute ta famille regrettiez d'être nés. » La menace de Nicolas n'était pas un simple avertissement. C'était le pouvoir de l'argent, le poids d'une histoire de milliardaire où les forts ont le droit d'écraser les faibles. Chloé se figea, une boule amère dans la gorge. Cette humiliation était plus douloureuse que n'importe quelle blessure physique. Elle avait essayé, elle avait pris des risques, mais la barrière de classe était trop épaisse et l'arrogance de Nicolas trop grande. Sortez-la d'ici, maintenant. Nicolas se tourna pour crier aux gardes de sécurité stupéfaits à la porte. Et gardez cette porte bien fermée. Si elle rentre à nouveau, je vous licencie tous. Les deux gardes de sécurité, grands et à l'air rude, se précipitèrent. Ils ne furent plus aussi doux qu'auparavant. L'un attrapa Chloé par les cheveux et la tira en arrière. L'autre lui saisit les bras avec force, les tordant dans son dos. Chloé cria de douleur. Elle fut soulevée du sol, ses pieds battant l'air. « Léo! Ne coupez pas. Utilisez du vinaigre. De l'acide doux.
Chloé essaya de crier ces derniers mots avec désespoir alors qu'on la traînait vers la porte. Neutralisez l'alcali, s'il vous plaît. Personne n'écouta. Le clerc ajusta son stéthoscope, faisant un clin d'œil à Valérie. Continue. Ne te laisse pas distraire par cette personne. Valérie hocha la tête, se tourna vers Léo. Le scalpel redescendit. Cette fois, personne ne l'arrêta. Nicolas Moreau tourna le dos à Chloé, fixant son fils, les mains jointes en prière, ignorant totalement qu'il venait de repousser le seul ange gardien et de livrer son fils au diable. Bang! La porte en bois se referma violemment devant Chloé pour la deuxième fois. Le clic sec du verrou résonna. Chloé fut projetée avec force dans le couloir. Elle glissa sur le sol en pierre, sa tête heurtant la base du mur. Un vertige la saisit. Elle resta là, haletante, l'odeur du nettoyant pour sol lui montant au nez. À ses oreilles, la musique de piano du hall principal continuait de jouer, ironiquement douce. Derrière cette porte, un enfant mourait d'ignorance et d'arrogance. Et elle, la seule qui détenait la clé de la vie, était là, considérée comme insignifiante. Mais à travers la fente de la porte, la dernière image qu'elle vit ne fut pas celle de Nicolas, mais les yeux de Léo. Des yeux exorbités, blancs, suppliant désespérément de l'aide. Chloé serra les poings, ses ongles s'enfonçant dans sa peau. Ça faisait mal, mais cette douleur la maintenait consciente. Le dernier espoir avait été anéanti par le père lui-même. Mais Chloé n'abandonna pas. Et tant qu'elle respirerait, elle ne laisserait pas Léo en danger. Chloé toussa et s'étouffa, un goût désagréable lui remontant dans la gorge. Elle s'essuya la bouche, laissant une tache rouge sombre sur le dos de sa main calleuse. Le couloir était froid, la lumière jaunâtre projetant l'ombre solitaire de la jeune femme. Ma petite Chloé, une main ridée et rêche se posa en tremblant sur son épaule. C'était Monique Laurent, la vieille femme de ménage au dos voûté et aux yeux embrumés par la fumée des cuisines. Elle s'accroupit à la hâte, utilisant un chiffon de nettoyage malodorant pour frotter les gratinures sur le front de Chloé. « Partons, ma fille, partons. »« Ne te mêle plus d'eux, » murmura Monique, regardant avec crainte la porte en bois fermée. « Ce sont des riches, des requins. Nous ne sommes que de petits poissons. Si nous nous mettons en travers de leur chemin, il n'y aura que du danger. » Chloé écarta doucement la main de Monique. Elle ne se releva pas immédiatement. Elle resta assise, adossée au mur, la poitrine agitée par une douleur lancinante. Monique l'enfant, haleta Chloé, les yeux toujours fixés sur la fente de la porte. L'enfant ne peut plus respirer. Ils le mettent en danger. Ils utilisent un couteau pour un spasme nerveux, ce ne sont pas nos affaires. Sanglota Monique, essayant de relever Chloé. Tu as fait tout ce que tu pouvais. Ils t'ont jeté dehors, ils t'ont frappé. Si tu y retournes, Stéphane appellera la police. Tu iras en prison, Chloé. Aller en prison. Perdre son travail. Être humilié. Ces mots tourbillonnaient dans la tête de Chloé. La raison lui disait de se lever, de prendre son sac et de fuir cet endroit infernal. Elle avait un loyer à payer, des dettes de médicaments pour sa mère. Y retourner était un suicide. Mais alors, un son retentit de l'intérieur, traversant le bois épais, perçant directement son cœur. Bip. Le son de l'alarme, prolongé, strident et froid. Le son du danger. Le cœur de Léo s'était arrêté de battre. Chloé frissonna. Elle vit le passé ressurgir. Son petit frère, Violet, étendu sur le tapis usé, sa respiration sifflante puis s'éteignant. Ce jour-là, elle était impuissante. Par manque de connaissances, par manque d'argent. Mais aujourd'hui, elle savait comment le sauver. Elle savait exactement quoi faire. La seule chose qui la retenait était la lâcheté et les préjugés de classe. Si c'était vous? Après avoir été humilié à l'extrême, piétiné comme un ver, oseriez-vous risquer votre liberté pour sauver celui qui vous a rejeté? Ou choisiriez-vous la sécurité, tourneriez-vous le dos et laisseriez-vous une vie innocente se perdre injustement? Chloé ferma les yeux une seconde. Quand elle les rouvrit, la peur avait disparu. Il ne restait que le calme terrifiant de quelqu'un qui avait pris une décision sans retour possible. Elle ne regarda pas Monique. Elle regarda le chariot de nettoyage de la vieille femme, garé juste à côté.
sur l'étagère supérieure du chariot, entre des bouteilles de lave-vitre et d'eau de Javel, se trouvait une vieille bouteille en plastique contenant un liquide jaune pâle. Du vinaigre de cidre concentré. La chose bon marché que Monique utilisait pour enlever les taches de calcaire sur les verres en cristal. Mais pour Chloé, à cet instant, c'était un élixir. L'acide acétique du vinaigre de cidre était la seule substance capable de neutraliser immédiatement l'alcalinité de la neurotoxine, stimulant le nerf vague pour restaurer le rythme cardiaque et les réflexes respiratoires. Pas besoin de machines à 1 million d'euros, pas besoin de médicaments importés. Juste de la chimie de base et une paire de mains expertes. « Chloé, qu'est-ce que tu fais ?» s'exclama Monique, surprise de voir Chloé se lever soudainement. Chloé ne répondit pas. Elle arracha avec force le tablier de son uniforme, symbole de sa soumission et de sa basse condition. Elle le mit en boule et le jeta violemment par terre. « Je suis désolée, Monique, » dit Chloé d'une voix froide mais ferme. Elle attrapa la bouteille de vinaigre de cidre et une serviette propre. « Ils pourront me mettre en danger plus tard, mais maintenant, je dois sauver cet enfant. » À l'intérieur, le son de l'alarme continuait, interminable. Le chaos commençait à éclater. Les cris de Nicolas appelant son fils, les hurlements de Valérie réclamant un défibrillateur. Il paniquait. Il perdait le contrôle. C'était la seule opportunité. Chloé serra la bouteille de vinaigre dans sa main. Le plastique dur s'enfonça dans sa peau. Elle prit une profonde inspiration, concentrant toute sa force dans ses jambes. Elle n'était plus la serveuse licenciée. Chloé était le dernier espoir. Elle courut vers la porte. Crac! Chloé fit irruption par la porte en bois comme une tornade. Elle n'était plus la serveuse timide, mais une balle sortie du canon. À l'intérieur, la scène était un chaos, un champ de bataille. Le son prolongé et strident du bip noyait tous les autres bruits. Nicolas était la tête basse à côté de son fils, les mains dans les cheveux, désespéré. Valérie Petit se tenait près du lit, tenant des palettes de défibrillateurs complètement chargées. Charge à 200 joules. Écartez-vous, cria-t-elle, la voix brisée par la tension. Défibrillation. Non, hurla Chloé. Une défibrillation à ce moment-là, alors que le cœur s'était arrêté à cause d'une toxine neuroinhibitrice, reviendrait à cuire le cœur de l'enfant. Cela anéantirait toute dernière chance de récupération d'une sinusale. Chloé se précipita. Elle ne visa pas Nicolas, mais Valérie. Le docteur Leclerc fut le premier à réagir. Il vit la silhouette familière de cette personne qu'il venait de jeter dehors. Sécurité. Attrapez-la. Elle est revenue. Rugit-il, se jetant pour bloquer son chemin. Il lança un coup de poing vers le visage de Chloé. Mais Chloé n'était pas une demoiselle raffinée. Elle avait grandi dans les quartiers populaires, portant des caisses qui pesaient le double de son poids. Ouf! Elle se baissa, esquivant le coup de poing maladroit du médecin imposteur. Profitant de son élan, elle chargea avec son épaule contre la poitrine de Leclerc. Ouf! Leclerc chancela, tombant en arrière sur le chariot d'instruments médicaux. Le plateau en métal se renversa avec un fracas, éparpillant couteaux et ciseaux partout. Chloé ne s'arrêta pas. Elle sauta par-dessus la table du banquet, renversant les précieux verres à vin, se dirigeant droit vers Léo. Valérie Petit ouvrit de grands yeux. Avant qu'elle ne puisse abaisser les palettes du défibrillateur, Chloé balança son bras. Za! Chloé frappa violemment le poignet de Valérie. Les palettes du défibrillateur s'envolèrent, tombant au sol avec un claquement dû à un court-circuit. « Tu es folle !» cria Valérie, le visage blême. Chloé ne répondit pas. Elle s'agenouilla à côté de Léo. L'enfant était violet, immobile, comme une poupée cassée. Le temps se comptait en secondes. Elle ouvrit la bouteille de vinaigre de cidre. Une odeur aigre et forte s'en dégagea, envahissant son nez, étouffant les parfums et le désinfectant. Elle renversa le liquide jaune sur la serviette propre qu'elle tenait à la main. Sans hésiter, elle pressa fermement la serviette imbibée sur le nez et la bouche de Léo. « Respire. Inhale. » cria Chloé, la voix brisée. De sa main gauche, elle couvrit fermement la serviette, forçant la vapeur forte du vinaigre dans les voies respiratoires de l'enfant. De sa main droite, elle la plia, utilisant l'articulation de son index pour presser fortement le poing ranzong,
un point d'acupression d'urgence situé entre le nez et la lèvre supérieure, avec une force telle qu'elle aurait pu égratigner la peau de l'enfant. En même temps, elle utilisa son coude pour pousser avec force et décision sur la zone du sternum afin de créer une pression mécanique sur le diaphragme. C'était un pari. L'acide acétique concentré irriterait extrêmement la membrane muqueuse, réveillant le nerf vague dormant, forçant le corps à réagir par une toux de survie pour expulser la toxine. Douloureux, violent, mais c'était le seul moyen. Nicolas Moreau leva la tête. Il vit la scène horrible devant ses yeux, une serveuse aux cheveux ébouriffés pressant son fils, lui bouchant la bouche avec une serviette malodorante alors que l'enfant ne respirait plus. « Lâche mon fils !» La fureur du père explosa. Nicolas rugit comme une bête blessée. Il se précipita, levant le bras. Il allait la gifler, ou peut-être la frapper, pour arrêter celle qui agissait sur son fils. Chloé vit l'ombre de la main de Nicolas descendre. Elle n'esquiva pas, ne lâcha pas prise. Elle se mordit les lèvres jusqu'au sang, concentrant toute sa volonté sur le doigt qui pressait le point d'acupression. « S'il te plaît, Léo, ne te mets pas en danger. Ne laisse pas la pauvreté te mettre en danger. Respire. » La main de Nicolas n'était qu'à quelques centimètres du visage de Chloé. Le vent du cou avait déjà fouetté sa joue avec force. Soudain, chuf. Un son humide et fort déchira le bruit chaotique. Le petit corps de Léo tressaillit sous la main de Chloé. Nicolas s'arrêta, sa main suspendue en l'air, tremblante. Léo toussa violemment. De sa bouche et de son nez, un jet de liquide verdâtre mêlé de mousse blanche jaillit, trempant la serviette de Chloé. C'était la toxine. Elle avait été expulsée. Chloé se dépêcha de tourner Léo sur le côté, lui donnant de fortes tapes dans le dos. Une respiration sifflante, longue, profonde, douloureuse, mais pleine de vie. La petite poitrine se soulevait et s'abaissait. La couleur gris cendreux de sa peau commença à rosir à nouveau, se propageant du cou au visage. Et puis, le son le plus merveilleux retentit. Bip. 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 Le moniteur enregistra à nouveau le rythme cardiaque. Lent, mais régulier. La ligne droite sur l'écran avait disparu, remplacée par des pics ondulants de vie. Toute la pièce devint silencieuse. Personne n'osait respirer fort. Stéphane Dubois se relevait péniblement du milieu des instruments cassés, la bouche bée. Valérie était pétrifiée, les mains toujours tremblantes. Stéphane et les gardes de sécurité étaient stupéfaits à la porte, n'en croyant pas leurs yeux. Marc Leroy était immobile, oubliant d'injecter le sédatif. Chloé lâcha Léo. L'enfant pleurait. Un cri faible, mais une musique à ses oreilles. Elle s'assit sur le sol en pierre, épuisée. La sueur trempait son dos. L'odeur de vinaigre aigre était forte sur ses mains, sur Léo, et se répandait dans tout l'espace luxueux. Nicolas Moreau abaissa lentement sa main. Il regarda son fils qui bougeait, les indicateurs sur le moniteur. Puis il regarda ses propres mains, celles qui avaient failli agir à tort envers sa sauveuse. Il se tourna pour regarder Chloé. La serveuse était assise là, les cheveux en désordre, son uniforme sali et couvert du vomi de son fils. Mais à cet instant, elle n'était pas petite du tout. Elle leva la tête, le regard inébranlable, sans peur, fixant droit dans les yeux du puissant milliardaire. Chloé s'essuya la sueur du front. La voix rauque, mais chaque mot clair, vous pouvez me faire du mal. Vous pouvez me mettre en danger. Mais votre fils est en vie. Nicolas ouvrit la bouche mais ne put prononcer un mot. Son arrogance, son autorité, sa colère s'étaient dissipées, ne laissant qu'une profonde stupéfaction devant un miracle créé avec du vinaigre et des mains rudes. Nicolas s'effondra sur le sol froid en pierre. Il se fichait que son costume à 1000 € soit trempé de vomi acide. Tremblant, il toucha la joue de son fils. Chaude. Respirant. La vie vibrait sous ses doigts. Léo, murmura-t-il, les larmes jaillissant, brouillant son arrogance habituelle. Bang. La porte latérale du personnel s'ouvrit violemment. Une femme en uniforme médical bleu clair, avec un badge d'un hôpital public, entra en courant. Dans sa main, une mallette de premiers secours spécialisée. C'était Sandrine Roussel, l'infirmière en chef de nuit que Stéphane avait appelée à la hâte au début pour s'occuper de la situation. Sandrine s'arrêta devant la scène chaotique. La forte odeur de vinaigre aigre lui monta au nez.
Elle regarda rapidement le moniteur, puis l'enfant que Chloé tenait dans ses bras. Sandrine se précipita, poussant doucement Nicolas pour vérifier les pupilles de Léo. Les réflexes pupillaires sont revenus, dit Sandrine rapidement, prenant le pouls de l'enfant au poignet. Le rythme cardiaque est stable, les voies respiratoires sont dégagées. Elle se tourna pour regarder la flaque de liquide vert pâle sur le sol et la serviette imbibée dans la main de Chloé. Ses yeux brillèrent d'étonnement. Stimuler le nerf vague avec de l'acide acétique pour induire le vomissement et couper le spasme, c'est une méthode de premier secours pour l'intoxication neurologique extrêmement classique, mais 100% précise. Mais si on avait tardé de quelques secondes pour que la toxine atteigne le cœur, l'enfant aurait été en danger. Sandrine leva la tête, regardant autour d'elle la pièce remplie de gens en costume et en blouse blanche. « Qui, demanda-t-elle d'une voix pleine d'admiration, a donné cet ordre médical ?» Une réaction exceptionnelle. Chloé allait ouvrir la bouche, mais Valérie Petit fut plus rapide. Elle fit un pas en avant, bloquant la vue de Chloé, lui lançant un regard aigu et menaçant. Leclerc se relevait péniblement. Il s'empressa d'ajuster le col de sa blouse, lissant ses cheveux grisonnants en désordre. L'instinct de survie d'un escroc professionnel refit surface avec force. Il s'éclaircit la gorge, retrouvant sa contenance digne. « C'était moi, » dit Leclerc d'une voix ferme. « C'était le protocole d'urgence que j'ai ordonné. » Il désigna Chloé avec mépris. Elle ne faisait que suivre les ordres. Chloé ouvrit de grands yeux. L'impudence de cet homme la laissa sans voix. Stéphane et les gardes de sécurité étaient également stupéfaits, mais personne n'osa parler. Marc Leroy baissa la tête, évitant le regard de tout le monde. « C'est exact, » ajouta Valérie d'une voix froide. « Nous avions tout calculé soigneusement. Cette serveuse a failli tout gâcher par sa brusquerie. » Nicolas Moreau se releva lentement. Il ne regarda plus son fils. Il regarda Leclerc, puis Chloé, qui était toujours assise par terre, la main sur la poitrine, haletante, les yeux pleins de ressentiment le fixant. Les souvenirs affluèrent dans l'esprit de Nicolas. Il se souvint que Chloé avait crié pour arrêter le scalpel. Il se souvint que Leclerc avait tenté de mal agir envers elle. Il se souvint de la panique et de l'impuissance du groupe d'experts avant que Chloé n'intervienne. Un menteur peut cacher ses paroles, mais pas sa peur. Nicolas tourna le dos à Leclerc. Il marcha lentement vers le coin de la pièce. Là, Lucas Bernard, le plus jeune médecin du groupe, se tenait collé au mur. Son visage était pâle, ses mains tremblaient de manière incontrôlable, essayant de cacher la machine de trachéotomie derrière son dos. À côté de Lucas se tenait Marc Leroy, l'anesthésiste, qui avait également la tête baissée, évitant le regard de Nicolas. Nicolas s'arrêta devant Lucas. L'ombre du milliardaire couvrit le jeune médecin. « Dites-moi », la voix de Nicolas était grave, mais elle résonnait comme un tonnerre avant l'orage. « Jeune médecin. » Lucas sursauta, laissant tomber la machine au sol. Clic. La procédure d'utilisation d'un scalpel pour ouvrir la trachée que vous alliez faire tout à l'heure, clic. Nicolas inclina la tête, ses yeux acérés comme des poignards perçant l'âme de son interlocuteur. Était-ce le bon protocole? Toute la pièce retint son souffle. Leclerc regarda Lucas, sa main montant discrètement à son cou, faisant un geste de coupe. Une menace voilée. Alors Lucas regarda Leclerc, puis Nicolas, l'homme qui pouvait écraser sa vie d'un simple coup de fil. Et il regarda Léo, l'enfant qui venait d'échapper au danger de justesse. Non. La conscience, ou la peur, l'emporta finalement. Non, balbutia Lucas, les larmes jaillissant derrière ses épaisses lunettes. Non, monsieur. Parlez plus fort. Rugit Nicolas. Non. Cria Lucas, s'effondrant complètement. Il pointa Leclerc du doigt. S'il avait utilisé le scalpel, l'enfant aurait déjà été en danger. Le liquide aurait inondé ses poumons. Il le savait. Il voulait juste monter une mascarade. L'aveu explosa comme une bombe. Leclerc pâlit. Il se précipita pour couvrir la bouche de Lucas. Espèce de crétin, qu'est-ce que tu racontes? Boum. Nicolas balança son bras. Un crochet direct à la mâchoire de Leclerc. Le vieux médecin vola, sa tête heurtant le mur avant de glisser. Stéphane ne put que regarder, n'osant pas intervenir. L'espace vola en éclats.
La vérité crue avait été exposée. Nicolas sortit son téléphone de la poche intérieure de sa veste. Sa main ne tremblait plus. Elle était froide et dure comme de l'acier. Il composa un numéro en abrégé, porta le téléphone à son oreille, les yeux fixés sur les 5 Leclerc, Valérie, Lucas, Marc et Stéphane qui se recroquevillaient. Chef de la sécurité, ordonna Nicolas d'une voix froide et cruelle. Fermez tout le restaurant. Personne n'entre, personne ne sort. Appelez le chef de la police de la ville et vérifiez immédiatement les accréditations de ces 5 personnes. Il y a des menteurs dans cette pièce, et ils paieront pour ça. 48 heures s'écoulèrent lentement, comme des coups de couteau sur les nerfs. L'air à l'intérieur de la salle d'interrogatoire du commissariat central de Paris était dense, froid et sentait le tabac ranci. C'était très loin du luxe et des arômes du restaurant Le Grand Étoile 2 jours plus tôt. Mais c'était là que Nicolas Moreau se sentait le plus réel en ce moment. Le milliardaire était assis seul sur la chaise en fer boulonnée au sol. Son costume élégant avait été remplacé par une chemise grise froissée, une barbe naissante et des cernes profondes dues au manque de sommeil. Léo était en sécurité, mais l'obsession de l'avoir presque perdu le hantait. Clic. Le grincement sec du verrou en fer brisa le silence. L'inspecteur Garnier entra, tenant un épais dossier de fichiers fraîchement estampillé, confidentiel. Il le jeta sur la table en métal froid, le bruit de l'impact résonnant comme le marteau d'un juge. « On vous a trompé, monsieur Moreau », dit Garnier d'une voix rauque à cause du manque de sommeil, mais ferme. Une escroquerie du siècle. Il nous a fallu 2 jours complets pour recouper les empreintes digitales et les données biométriques internationales pour les démasquer. Nicolas leva la tête, son regard fatigué mais vif. Pourquoi cela a-t-il pris si longtemps? J'ai fait vérifier leurs antécédents par mon service des ressources humaines avant de les embaucher. Documents, diplômes, lettres de recommandation de la Sorbonne, tout était parfait. Parce que les personnes que vous avez embauchées n'ont jamais existé. Garnier s'assit, ouvrant la première page du dossier. Celui qui se faisait appeler professeur Dr Philippe Leclerc est en réalité décédé dans un accident de la route il y a 5 ans en Espagne. Celui qui est dans la cellule numéro 4 a volé l'identité du défunt. Il a même subi une chirurgie plastique pour correspondre au dossier original. Un déguisement parfait pour s'infiltrer dans les histoires glamour de la haute société. Ces histoires de milliardaires que tout le monde veut toucher. Nicolas prit le dossier, sa main tremblant en passant à la page suivante. Une photo d'identité en noir et blanc apparut. En dessous, des lettres en gras qui lui frappèrent la vue, NOM réel, Émile Fournier. Antécédent, licence médicale retirée de manière permanente IY à 12 ans. Recherché de niveau 2 pour avoir dirigé un réseau de trafic de faux médicaments pour les personnes à faible revenu. Et la femme nommée Valérie? Demanda Nicolas d'une voix rauque, une boule dans la gorge. Ancienne infirmière en chef en oncologie. Licenciée sans honneur pour avoir remplacé la morphine destinée à soulager la douleur des patients atteints de cancer en phase terminale par de l'eau distillée, afin de la vendre au marché noir pour payer des dettes de jeu. Nicolas jeta violemment le dossier par terre. Les papiers volèrent en éclats. Il s'avéra qu'il n'avait pas confié son fils à des anges en blouse blanche, mais à des démons déguisés. Ce n'était pas une négligence médicale. C'était une organisation criminelle professionnelle qui profitait de la naïveté et de l'habitude de faire confiance à la marque « Expert » des super riches. Je veux le voir, Nicolas se leva brusquement, la chaise en fer grinçant sur le sol. Maintenant. La salle d'interrogatoire numéro 2 était plongée dans une lumière de néon blanche éblouissante. Émile Fournier, l'homme qui avait joué le rôle de Leclerc pendant les 2 dernières années, était assis, menotté à une chaise. Il n'avait plus l'air digne et soigné de la veille. Les cheveux en désordre, le visage émacié, le maquillage de camouflage avait coulé, révélant des cicatrices de chirurgie. Mais quand la porte s'ouvrit et que Nicolas entra, ses yeux ne montrèrent pas la moindre peur. Au contraire, ils brillèrent d'un regard sauvage et haineux. Incapable de contenir sa colère, Nicolas se précipita, attrapa le prisonnier par le col de sa chemise, le collant au mur. « Pourquoi » rugit Nicolas, son souffle chaud frappant le visage de l'escroc. « Tu voulais de l'argent? Je t'ai payé le double du salaire du marché. Pourquoi as-tu essayé de mettre mon fils en danger? Pourquoi utiliser un scalpel pour lui ouvrir la trachée alors qu'un peu de vinaigre pouvait le sauver ?» Fournier éclata de rire, un rire rauque et grinçant comme du métal raclant du verre brisé. Il résonna dans la pièce fermée.
De l'argent? Fournier cracha un jet de salive et de morve sur le sol impeccable. Tu crois que je me suis donné la peine de me défigurer le visage par la chirurgie, de vivre dans la misère pendant 5 ans, de jouer ce rôle de médecin digne juste pour quelques centimes de toi, Moreau? Il tendit son cou mince, regardant droit dans les yeux du milliardaire avec un regard qui semblait vouloir le dévorer vivant. Tu ne te souviens pas de moi, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Comment un magnate de la pharmacie au sommet comme toi pourrait-il se souvenir d'un petit médecin du centre de santé d'un village reculé en Auvergne? Nicolas s'arrêta, la main qui tenait le col de la chemise se desserra un peu. Le nom de ce village résonna comme une vague sonnette d'alarme dans sa mémoire. Il y a 12 ans, siffla Fournier, chaque mot comme une balle. Ta société, Moreau, a acheté le brevet exclusif du médicament cardiaque Neuroseur. Et le lendemain matin, le prix du médicament a augmenté de 5 cents pour cent. 500%. Sais-tu ce que ce chiffre signifie pour les pauvres? Le visage de Fournier se plissa de douleur et de rage. Mes patients, les pauvres de ce village, ne pouvaient plus l'acheter. Ma mère avait une maladie cardiaque, et elle s'est mise en danger lentement entre mes mains parce que je n'avais pas le médicament. Elle s'est mise en danger dans la douleur à cause de ton avarice insatiable. Nicolas recula de 2 pas, ses jambes chancelant comme s'il venait de recevoir une balle invisible. Aujourd'hui, la cruelle vérité commençait à envahir son esprit. J'ai essayé d'importer des médicaments bon marché du marché noir pour les sauver. On m'a retiré ma licence, on m'a poursuivi. J'ai perdu tout mon honneur pour avoir voulu sauver des vies. Et toi? Tu as mis en danger des milliers de personnes avec des prix de médicaments exorbitants et tu as été honoré comme l'homme d'affaires de l'année en couverture des magazines. Cria Fournier, les larmes aux yeux, la voix brisée par le désespoir. Je veux que tu comprennes ce sentiment, Nicolas. Je veux que tu vois ton précieux fils s'étouffer sous tes yeux, alors que tu as des montagnes d'argent mais que tu ne peux rien faire. Je veux que cette impuissance te hante pour toujours, comme elle m'a hanté chaque nuit. La pièce devint silencieuse. L'inspecteur Garnier se tenait immobile à la porte, n'intervenant pas. L'aveu frappa Nicolas comme un marteau. Il avait pensé qu'il était la victime. Il avait pensé qu'il était le grand-père lésé par des méchants. Mais la vérité était bien plus cruelle. Il était la cause. L'avarice et l'indifférence de sa société dans le passé avaient créé ce monstre. Fournier était le produit de la même cupidité qu'il avait tolérée. Et par une ironie du sort, la personne qui avait sauvé son fils de cette vengeance n'était pas l'argent, ni les gardes du corps, mais Chloé, une serveuse pauvre qui représentait précisément la classe qu'il avait exploitée et abandonnée. Nicolas se retourna et sortit de la salle d'interrogatoire. Il marchait comme un somnambule, n'osant pas croiser les yeux ardents de Fournier. Il avait attrapé le criminel, il avait gagné légalement. Mais dans son cœur, le tribunal de sa conscience venait de prononcer une peine de prison à perpétuité. Nicolas Moreau sortit par la porte principale du commissariat. Le vent nocturne de Paris lui fouetta le visage, froid et sec, mais il ne put calmer la brûlure qui consumait son âme. Les marches en béton qui descendaient vers le trottoir semblaient interminables. Chaque pas de Nicolas était lourd comme du plomb. Il ne se dirigea pas vers la Bentley noire brillante qui l'attendait, le moteur en marche. Il marcha vers un vieux platane, s'y appuya et glissa lentement vers le bas. Sa respiration était haletante, une sensation de nausée lui nouant la gorge. Les malédictions d'Émile Fournier résonnaient dans ses oreilles comme une bande rayée. Tu as mis en danger des milliers de personnes avec des prix de médicaments exorbitants. Je veux que tu expérimentes l'impuissance. Nicolas regarda ses mains sous la lumière jaunâtre du lampadaire. Ses mains avaient signé l'ordre d'augmenter le prix du médicament Neuroseur il y a 12 ans. À l'époque, il ne voyait que des graphiques de profit vert croissant sur l'écran de son ordinateur. Il ne voyait pas les mères dans les villages reculés d'Auvergne compter chaque centime. Il ne voyait pas les enfants pleurer parce que leurs parents étaient en danger lentement. Aujourd'hui, il avait construit son empire sur ces tombes sans nom. Et aujourd'hui, un fantôme de ces tombes était revenu, lui arrachant presque la chose la plus précieuse de sa vie, Léo. L'avocat principal s'approcha doucement. Monsieur Moreau, la presse attend à la porte arrière. Nous devons partir immédiatement. Cette affaire doit être gérée avec astuce médiatique pour éviter d'affecter le cours de l'action. Le cours de l'action? Nicolas laissa échapper un rire amer et brisé. Il leva la tête, ses yeux injectés de sang fixant l'avocat.
Mon fils a failli être en danger, un imposteur m'a trompé pendant 2 ans, et vous vous inquiétez du cours de l'action? Non, mais monsieur, partez, dit Nicolas d'une voix douce, mais plus terrifiante que n'importe quel cri. Laissez-moi seul. L'avocat recula, effrayé. Nicolas resta là, seul dans l'obscurité de la nuit. Pour la première fois de sa vie, il sentit que le costume coûteux sur mesure qu'il portait n'était pas une armure, mais un linceul. Il n'était pas la victime d'une histoire tragique. Il était le méchant de sa propre histoire. La porte latérale du commissariat s'ouvrit. Une petite silhouette sortit. Chloé Dupont. Elle avait terminé sa déposition en tant que témoin. La police l'avait retenue plus de 4 heures pour prendre sa déclaration. Elle était fatiguée, ses épaules minces affaissées sous sa fine veste. Elle serra la sangle de son sac à main usé en simili-cuir, ses vieilles baskets en toile traînant sur le trottoir jonché de gravier. Elle ne vit pas Nicolas. Elle voulait juste rentrer chez elle. Monique l'attendait. L'argent des médicaments de sa mère pour ce mois n'était pas encore suffisant. La dure réalité l'attendait de l'autre côté de la ville, où il n'y avait ni lustre en cristal ni vin rouge. Chloé. Une voix grave et profonde résonna depuis l'obscurité. Chloé sursauta, s'arrêtant. Elle se retourna. Nicolas Moreau se détacha du platane, sortit dans la lumière. Il avait l'air si émacié que Chloé faillit ne pas reconnaître le milliardaire arrogant d'il y a 48 heures. Ses cheveux étaient en désordre, sa cravate lâche, et ses yeux cernés contenaient une profonde angoisse. Chloé recula d'un pas, ses instincts de défense s'activant. Elle se souvint de la façon dont il lui avait crié dessus, l'avait chassé comme un chien errant. Elle se souvint de la menace de faire en sorte qu'elle ne puisse plus vivre dans cette ville. « Que voulez-vous de plus ?» demanda Chloé, sa voix calme mais froide. « J'ai déjà tout dit à la police. Mais je ne veux aucune récompense. Je ne veux rien avoir à faire avec vous ou votre société. » Nicolas s'arrêta à 3 pas d'elle. Il ne s'approcha pas plus. Il avait peur de l'effrayer, ou peut-être sentait-il qu'il ne méritait pas d'être près d'elle. « Je ne suis pas venu pour donner de l'argent, » dit Nicolas d'une voix rauque. Il déglutit avec difficulté, la gorge sèche. « Je suis venu pour, le mot, désolé, se coinça dans sa gorge. Un homme qui ne s'était jamais incliné devant personne, un homme habitué à donner des ordres, trouvait maintenant le langage impuissant. Il regarda Chloé, ses vêtements bon marché, ses mains calleuses. Et il se souvint de l'image d'elle faisant irruption dans la salle VIP, bouchant la bouche de son fils avec la serviette imbibée de vinaigre, ses yeux brûlants de la détermination de sauver une vie, malgré l'humiliation. Elle représentait tout ce qu'il avait méprisé, la pauvreté, l'insignifiance, l'anonymat. Mais elle était aussi la seule à posséder quelque chose que lui et toute son équipe d'experts à plusieurs millions de dollars n'avaient pas, une conscience. Nicolas prit une profonde inspiration. Lentement, il joignit les pieds, ses mains tombant le long de son corps. Et puis, à la stupéfaction de Chloé, à la curiosité de quelques policiers de nuit qui fumaient au loin, Nicolas Moreau, le roi sans couronne de l'industrie pharmaceutique française, s'inclina lentement. Une révérence de 90 degrés, parfaite, respectueuse et pleine de remords. Il maintint cette posture 1 seconde, 5 secondes, 10 secondes. L'espace environnant sembla s'arrêter. Le vent nocturne cessa de souffler. « Je suis désolé. » La voix de Nicolas résonna depuis sa posture inclinée, profonde et tremblante. « J'étais aveugle. J'ai laissé l'étiquette de la haute société m'aveugler. J'ai humilié la sauveuse de mon fils. Vous n'avez pas seulement sauvé Léo. Vous m'avez sauvé d'être complice de son danger. » Chloé resta figée sur place. Elle n'avait jamais vu une telle scène de sa vie. Une partie des histoires de milliardaires qu'elle avait entendues n'avait jamais cette fin. Les riches ne s'excusent pas. Ils utilisent l'argent pour faire taire, le pouvoir pour effacer les souvenirs. Nicolas leva lentement la tête. Ses yeux étaient rougis, pleins de larmes. « J'ai eu tort, Chloé. Je vous dois une vie. Et je vous dois mon honneur. » Chloé le regarda. Elle ne ressentit aucune satisfaction, ni ne se sentit honorée. Elle ne ressentit qu'une immense tristesse. Tristesse pour Fournier, pour sa mère, pour son frère. Et pour l'homme puissant mais pathétique qui se tenait devant elle. Son remords était sincère, mais il arrivait trop tard pour trop de gens. Chloé serra la sangle de son sac.
Elle ne s'approcha pas pour l'aider à se relever, ni ne dit « Ne vous inquiétez pas ». Parce que ce n'était pas bien. Ce qu'il avait fait dans le passé ne pouvait pas être effacé par une révérence. « Vous n'avez pas besoin de vous excuser auprès de moi, monsieur Moreau, dit Chloé d'une voix douce mais tranchante comme un scalpel. Elle le regarda droit dans les yeux, sans broncher. « J'ai sauvé Léo parce qu'il était innocent. Je ne vous ai pas sauvé, vous. » Nicolas s'arrêta, une expression de douleur sur le visage. « Excusez-vous auprès de gens comme la mère de Fournier, continua Chloé, chaque mot comme un clou planté dans l'air. Excusez-vous auprès des personnes qui ont été en danger parce qu'elles n'avaient pas d'argent pour acheter vos médicaments. Parce que votre propre cupidité et votre indifférence ont créé ce monstre. Fournier est un criminel, mais vous êtes celui qui lui a donné le couteau. » Elle inclina la tête vers l'obscurité derrière lui, où la luxueuse Bentley était garée. « Vous pouvez vous incliner devant moi 1000 fois, mais cela ne ramènera pas ceux qui sont décédés. Si vous ressentez vraiment des remords, n'utilisez pas de mots. Utilisez votre pouvoir pour vous assurer qu'aucun autre enfant ne soit en danger à cause de la pauvreté. » Après avoir dit cela, Chloé se retourna, marchant avec détermination vers l'arrêt de bus. Sa petite silhouette s'évanouit dans la nuit froide de Paris. Elle laissa derrière elle un milliardaire qui restait immobile sous la lumière du lampadaire, plus seul et plus petit que jamais. Nicolas la suivit du regard jusqu'à ce que sa silhouette disparaisse complètement. Les mots de Chloé résonnaient dans sa tête, plus puissants que n'importe quelle sentence judiciaire. Fournier est un criminel, mais vous êtes celui qui lui a donné le couteau. Une rafale de vent froid passa, faisant onduler le bas de la chemise de Nicolas. Il frissonna. Mais cette fois, le froid ne venait pas de l'extérieur. Il venait du vide de son âme. L'effondrement de son ego arrogant avait révélé un espace désolé. Mais c'est précisément de ce vide qu'une nouvelle idée commença à germer. Une idée douloureuse, mais nécessaire. Nicolas sortit son téléphone. Il n'appela pas son avocat. Il appela son assistant exécutif le plus haut placé dans la société. « Préparez la voiture, » dit Nicolas, sa voix ne tremblant plus, mais devenue ferme, froide, mais avec une nuance complètement différente. « Et convoquez une réunion d'urgence du conseil d'administration pour demain matin. Je veux tous les dossiers sur la fixation des prix de Neuroseur d'il y a 12 ans sur mon bureau. » « Mais monsieur, il est 3 heures du matin maintenant, faites-le, » aboya Nicolas. Puis il baissa la voix, pensif. « Nous avons une dette à payer. Et cette fois, l'argent ne pourra pas la régler. » Il raccrocha. Nicolas regarda le ciel nocturne, complètement sombre. Pas de lune, pas d'étoiles. Seule la lumière jaunâtre du lampadaire éclairait le chemin solitaire devant lui. Il devait partir. Non pas vers son manoir de milliardaire, mais à la recherche de la partie perdue de lui-même. 30 jours. C'est le temps suffisant pour qu'une blessure superficielle cicatrise, mais aussi assez pour changer le destin de tout un empire. L'ascenseur à grande vitesse glissa doucement jusqu'au 50e étage de la tour Moreau. La porte en acier s'ouvrit avec un délicat tintement. Chloé sortit. Elle ne portait pas d'uniforme de serveuse. Elle portait la chemise blanche la plus propre qu'elle possédait, bien que le col soit déjà un peu effiloché, et un pantalon noir bien repassé. Elle serra la sangle de son sac, prit une profonde inspiration pour calmer les battements accélérés de son cœur. Aujourd'hui, elle n'était pas venue pour servir du vin. Elle était venue sur l'invitation de l'homme qui l'avait autrefois chassée. Le bureau du président était vaste, inondé de la lumière naturelle des murs de verre allant du sol au plafond. En bas, Paris s'étendait comme une carte miniature. Nicolas Moreau se tenait près de la fenêtre. Il se retourna en entendant des pas. Chloé s'arrêta. L'homme en face d'elle était très différent du milliardaire arrogant de cette fête, et aussi différent de l'homme émacié sous les lumières du lampadaire. Nicolas semblait avoir vieilli de quelques années, avec plus de cheveux gris, mais ses yeux étaient clairs et sereins. Il ne portait pas de costume, seulement une chemise blanche aux manches retroussées, révélant ses bras veineux. « Bienvenue, Chloé, » dit Nicolas d'une voix inhabituellement chaleureuse. Il ne s'assit pas derrière l'énorme bureau pour l'intimider. Il sortit au centre de la pièce, désignant le canapé en cuir pour les visiteurs. « Merci d'être venu. » Chloé s'assit sur le bord du siège, le dos droit. Elle garda ses distances. La confiance n'est pas quelque chose que l'on peut reconstruire du jour au lendemain. Qu'avez-vous fait pendant le mois dernier ?
demanda Chloé directement, sans détour. Nicolas sourit légèrement. Il prit la télécommande et alluma le grand écran mural. Un graphique avec une ligne rouge plongeant apparut. Les actions du groupe Moreau ont baissé de 15%, dit Nicolas d'une voix calme, comme s'il parlait de la météo. C'est le prix que j'ai dû payer pour m'excuser publiquement et admettre la surveillance laxiste dans le scandale d'il y a 12 ans. Il appuya sur le bouton pour changer de diapositive. Un autre graphique apparut, cette fois avec une ligne bleue horizontale à un niveau bas. Mais c'est le chiffre important. Le prix du médicament Neuroseur a été ajusté de 60%. Nous avons supprimé tous les coûts de marketing et les commissions intermédiaires pour le ramener à son prix d'origine. Et la semaine dernière, le premier lot de médicaments bon marché a été livré au centre de santé de ce village en Auvergne. Chloé fixa l'écran. Ce village. Où la mère de Fournier avait été en danger. Où son frère avait vécu. Vous l'avez vraiment fait, murmura Chloé, une boule dans la gorge. J'ai écouté ce que vous avez dit, Nicolas s'assit sur la chaise en face. Je ne peux pas ramener à la vie ceux qui sont décédés, mais je peux éviter de futurs dangers. Fournier est un criminel, mais je ne veux plus être celui qui donne le couteau aux autres. Il se pencha, ouvrant le tiroir de la table basse. Il en sortit 2 objets et les posa sur la surface en verre, les poussant doucement vers Chloé. Le premier objet était un chèque. Le nombre de zéros était tel que Chloé dut plisser les yeux. C'était une fortune, assez pour acheter une maison, payer toutes ses dettes, acheter les meilleurs médicaments pour sa mère et vivre confortablement toute sa vie sans avoir à laver une seule assiette de plus. Le second objet était un épais dossier avec une couverture bleu foncé. Le logo de l'université Sorbonne en relief avec dignité. Voici ma compensation, dit Nicolas, la fixant droit dans les yeux. Ce chèque, c'est la liberté financière. Vous pouvez le prendre et partir d'ici immédiatement. Personne ne vous en voudra. Vous le méritez, après tout ce que vous avez subi. Il désigna le dossier. Et ceci, c'est la bourse complète Alexandre Moreau. Elle comprend 7 ans de frais de scolarité, les frais de subsistance et un poste de stage garanti dans les meilleurs hôpitaux. Mais, Nicolas hésita. Ce sera très dur. Vous devrez étudier jour et nuit, faire face à des difficultés, des défis et même des échecs. Ce n'est pas un chemin de roses. La pièce devint silencieuse. Le tic-tac de la trotteuse de l'horloge murale se fit entendre clairement. Chloé regarda le chèque. Elle pensa aux mains gercées de sa mère, à la maison qui fuyait à chaque fois qu'il pleuvait. D'un simple hochement de tête, tous les fardeaux disparaîtraient. Elle pourrait vivre comme dans les histoires de milliardaires qu'elle avait autrefois enviées. Puis elle regarda le dossier. Elle se souvint de la sensation de presser la poitrine de Léo, du moment où le souffle de vie était revenu, de la promesse faite devant la tombe de son frère. Selon vous, que choisirait une fille qui a goûté à l'amertume de la pauvreté? Le confort immédiat ou un rêve semé d'épines? La main de Chloé effleura le chèque, ses doigts calleux touchant la surface lisse du papier. Nicolas retint son souffle. Chloé retira sa main. Elle repoussa le chèque vers Nicolas. Je ne vends pas ma conscience, dit Chloé d'une voix ferme. Et je n'ai pas non plus besoin de votre pitié. Sa main se posa sur le dossier bleu. Elle le serra fort, comme si elle s'accrochait à une bouée de sauvetage au milieu de la mer. Je choisis ceci. L'argent s'épuise, mais la capacité de sauver des vies, personne ne peut me l'enlever. Je veux être médecin, monsieur Moreau. Pas un médecin imposteur comme Leclerc, mais un vrai médecin. Un sourire radieux fleurit sur les lèvres de Nicolas. Mais pas un sourire formel, un sourire de respect. Je savais que vous le choisiriez, dit Nicolas. Vous avez le sang d'une guérisseuse, Chloé. Votre persévérance vaut plus que n'importe quel chèque au monde. Nicolas se leva, se dirigeant vers une grande porte en bois au fond du bureau. Mais ce n'est pas tout, dit Nicolas, la main sur la poignée de la porte. J'ai dit que je voulais changer. Et j'ai besoin d'aide. Je ne peux pas réparer tout ce système seul. Que voulez-vous dire? Chloé, le dossier dans les bras, se leva, surprise. Nicolas ouvrit grand la porte. La lumière inonda la pièce. Dans la grande salle de réunion attenante, un groupe de personnes était assis autour d'une table ronde. Ils portaient des uniformes neufs, propres et professionnels. Chloé se frotta les yeux.
Elle n'en croyait pas ce qu'elle voyait. Assise au centre se trouvait Monique Laurent, la vieille femme de ménage au dos voûté. Elle portait maintenant des lunettes de lecture et un stylo pour prendre des notes. À côté d'elle se trouvait le garde de sécurité qui avait autrefois sorti Chloé, et la cuisinière qui lui avait autrefois donné du pain en secret. Ils se tournèrent pour regarder Chloé. Monique sourit, un sourire édenté mais plus radieux que n'importe quelle lumière de cristal. « Bonjour, futur docteur », salua Monique de la main. Chloé se tourna vers Nicolas, la bouche bée. « Le projet communautaire Moreau », expliqua Nicolas avec fierté dans la voix. « Nous recyclons les employés. Monique gérera l'entrepôt de médicaments de charité. D'autres employés apprendront les premiers secours et les soins communautaires. Je vais transformer l'ancien restaurant Le Grand Étoile en un centre de coordination. » Il regarda Chloé, les yeux fermes. « J'ai de l'argent, j'ai des installations. Mais il me manque quelqu'un avec un cœur et un intellect pour les guider. Je vous veux, Chloé. Que vous étudiez et travaillez comme conseillère spécialisée sur ce projet. Apprenez-leur ce que vous savez. Transformez ces histoires touchantes en réalité. » Chloé regarda les visages familiers, Nicolas, et le dossier dans ses mains. Elle n'était plus la serveuse invisible. « Oui, j'accepte, » dit Chloé, des larmes de joie coulant sur ses joues. « Nous commencerons maintenant. » Nicolas hocha la tête. Il regarda par la fenêtre, où la lumière vive du soleil illuminait Paris. Aujourd'hui, l'obscurité du passé était derrière eux. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Un nouveau voyage, plus long et plus significatif, venait de commencer. Et 5 ans plus tard, la graine semée aujourd'hui fleurira en une forêt d'espoir. 5 ans plus tard. Le soleil de l'après-midi, doré et brillant, se posait sur le village reculé en Auvergne, autrefois connu comme le coin oublié et sombre de la France. Mais aujourd'hui, au cœur de ce village, un bâtiment de 2 étages peint en blanc se détachait sur les toits de tôle rouillée. Sur le simple panneau en bois accroché à l'entrée, l'inscription soigneusement gravée à la main disait « La clinique communautaire Léo Moreau ». À l'intérieur, l'atmosphère était animée mais ordonnée. L'odeur de désinfectant se mêlait au parfum du soleil, très différente de l'odeur d'humidité et de désespoir de la génération 5 ans plus tôt. Des cendres de la haine, une forêt d'espoir avait poussé, plus forte que n'importe quelle mauvaise herbe. Dans le cabinet numéro 1, une jeune femme médecin se penchait pour écouter le rythme cardiaque d'une vieille femme mince. Elle portait une blouse blanche impeccable, son nom brodé sur la poche, Dr Chloé Dupont. La Chloé d'aujourd'hui n'avait plus l'air timide et soumise. Ses cheveux étaient soigneusement relevés, dégageant un visage délicat mais déterminé. Les mains autrefois calleuses à force de laver la vaisselle tenaient maintenant le stéthoscope avec dextérité et tendresse. « Votre rythme cardiaque est stable maintenant, Madame Pérez », sourit Chloé, un sourire qui illumina le visage fatigué de la patiente. « N'oubliez pas de prendre vos médicaments à temps, et ne vous inquiétez pas pour le coup. La fondation s'est occupée de tout. » « Merci, docteur. »« Merci, mon ange », la vieille femme prit la main de Chloé, l'embrassant en tremblant. Chloé caressa doucement la vieille femme, ressentant une émotion indescriptible. 5 ans d'études frénétiques, de nuits blanches avec des livres d'anatomie, de stages difficiles et de larmes, tout cela en valait la peine pour ce moment. Clic. La porte du cabinet s'ouvrit. Un adolescent grand, d'environ 12 ans, entra. Il portait un t-shirt de bénévole, des gouttes de sueur sur le front, mais les yeux brillants. C'était Léo. L'enfant qui avait failli être en danger sur le sol du restaurant 5 étoiles était maintenant plein de vie. Dans ses mains, il tenait un plateau de médicaments fraîchement triés. « Sœur Chloé, désolé, docteur Chloé », dit Léo avec un sourire espiègle, posant le plateau sur la table. Le lot de neurosœurs à prix d'origine vient d'arriver à l'entrepôt. Mon père et Monique font l'inventaire dehors. Merci, Léo. Chloé caressa la tête du garçon. Tu fais du très bon travail. Tu ne vas pas jouer au football avec tes amis aujourd'hui? Non, Léo secoua la tête, son regard devenant sérieux. Je préfère être ici. Aujourd'hui, je veux apprendre à sauver des vies, comme vous m'avez sauvé. Chloé regarda Léo, voyant en lui le reflet de son frère. Mais cette fois, l'histoire avait une fin différente. Une fin heureuse. Elle sortit du cabinet, se dirigeant vers le comptoir de réception. Là, une scène qui étonnerait quiconque connaissant le passé.
La femme qui était plongée dans l'enregistrement des stocks, les cheveux déjà parsemés de gris, le visage sillonné par les pattes doigts du remords, était Valérie Petit. Après avoir purgé 3 ans de prison, Valérie était sortie les mains vidées avec un casier judiciaire entaché. Aucun hôpital ne l'acceptait. C'est Chloé qui l'avait recherché, lui donnant une seconde chance. Non pas pour être médecin, il ne lui serait plus jamais permis d'utiliser un scalpel, mais pour être administratrice, utilisant ses connaissances en pharmacologie pour gérer l'entrepôt de médicaments pour les pauvres. « Comment sont les données aujourd'hui, Madame Valérie ?» demanda Chloé doucement. Valérie leva les yeux, son regard n'étant plus froid et pénétrant comme avant. Il contenait de la gratitude et une profonde tristesse. « Tout correspond, docteur, » répondit Valérie d'une voix respectueuse. « Ce lot de médicaments sauvera au moins 50 patients le mois prochain. » Elle hésita un instant, puis ajouta « Merci de ne pas m'avoir abandonné. » Chloé sourit et hocha la tête. « Nous soignons les maladies, Valérie. Mais parfois, nous devons aussi soigner les personnes qui se sont trompées. » Chloé sortit dans la cour avant. Le soleil de l'après-midi dorait tout l'espace. Sous le vieux jacaranda, un homme se tenait debout. Il ne portait plus de costume sur mesure à plusieurs milliers d'euros, seulement une simple chemise en lin aux manches retroussées. Nicolas Moreau aidait un homme handicapé à ajuster un nouveau fauteuil roulant, un cadeau de la fondation caritative. Nicolas se pencha, serrant une vis, la sueur au front, mais le sourire sur ses lèvres était plus radieux et sincère que n'importe lequel des sourires formels des fêtes de la haute société d'antan. Il n'était plus le milliardaire dans sa tour d'ivoire, regardant le monde avec mépris. Il était descendu sur terre, se mêlant à la poussière et à la douleur de ses semblables pour retrouver la partie perdue de lui-même. Chloé s'appuya contre la porte, observant en silence Nicolas et son fils. Nicolas leva la tête et leurs regards se croisèrent. Il se redressa, épousseta ses mains et marcha lentement vers elle. « Une longue journée, n'est-ce pas, docteur Dupont ?» demanda Nicolas, un regard de déférence absolue dans les yeux, et peut-être quelque chose de plus profond. « Une bonne journée, monsieur Moreau, » répondit Chloé. « Nous avons traité 100 cas aujourd'hui. Personne n'a été refusé par manque d'argent. C'est la chose la plus merveilleuse que j'ai entendue, acquiesça Nicolas, regardant le panneau de la clinique. Vous savez, Chloé, il y a 5 ans, je pensais que j'avais tout, l'argent, le pouvoir, la réputation. Mais j'étais vide. Mais aujourd'hui, dans cet endroit humble, je me sens vraiment riche. Parce que vous avez transformé des histoires de milliardaires sans signification en de véritables histoires touchantes, dit Chloé d'une voix douce. Vous avez prouvé que le plus grand héritage n'est pas le chiffre sur le compte en banque, mais les vies que vous avez changées. Nicolas se rapprocha. La distance entre eux était d'un bras. L'odeur du soleil et de l'herbe sèche collait à sa chemise. Non, Chloé. C'est vous, dit Nicolas d'une voix profonde et chaleureuse. C'est vous qui m'avez appris cela. C'est vous qui m'avez sorti du bourbier de l'arrogance. Si ce n'était pas pour vous, il laissa la phrase en suspens, mais son regard dit tout. Gratitude, admiration et une vibration silencieuse qui avait grandi au fil des ans, à travers les projets partagés, à travers les fois où ils avaient affronté des difficultés ensemble pour construire cette clinique. Léo accourut, s'interposant entre eux, brisant le moment de silence. Papa. Sœur Chloé. Monique a dit qu'il y a une fête des crêpes ce soir pour célébrer le 5e anniversaire. Tout le monde attend. Chloé et Nicolas se regardèrent, puis rirent ensemble. D'accord, allons-y, dit Chloé, tendant la main pour prendre celle de Léo. Nicolas regarda l'autre main vide de son fils. Lentement, il tendit la main, mais la retira un peu, comme s'il attendait. Chloé se tourna, voyant son hésitation. Elle sourit, un sourire d'encouragement. Ils marchèrent ensemble vers la salle à manger communautaire, où résonnaient les rires et l'odeur des crêpes. Les ombres des 3 personnes, une jeune médecin d'un quartier populaire, un milliardaire réformé et un enfant qui avait failli être en danger s'allongèrent sur le chemin de terre, se fondant en une seule. Chloé savait que le passé douloureux était terminé. Mais l'avenir s'ouvrirait avec d'infinies possibilités. Elle n'avait pas seulement trouvé le but de sa vie, mais peut-être aussi une famille qu'elle n'avait jamais osé rêver. Chers lecteurs et amis, en refermant l'histoire de Chloé, Nicolas et Léo, nous sommes témoins de la merveilleuse renaissance à la clinique communautaire Léo Moreau. Sous le coucher du soleil, les 3 silhouettes, symboles d'espoir et de changement, s'estompent lentement,
laissant des réflexions profondes en chacun de nous. Sur la rédemption, le voyage de 5 ans de dévouement et le sacrifice des profits de Nicolas, ainsi que la seconde chance que Chloé a donnée à Valérie, seront-ils suffisants pour laver le passé et redéfinir la valeur humaine? Sur la relation Chloé-Nicolas, de la confrontation, ils sont devenus des âmes sœurs. Espérez-vous une histoire romantique entre la serveuse résiliente et le milliardaire réformé, construisant ensemble une famille et un avenir pour Léo? Et enfin, aimeriez-vous voir la deuxième partie, lorsque la clinique fera face à de nouveaux défis et que leurs sentiments seront ébranlés? Continuerons-nous à accompagner Chloé? Veuillez laisser vos avis dans la section des commentaires. C'est ce qui nous pousse à continuer à créer. La plus grande leçon, cette histoire affirme que l'origine ne détermine pas la valeur. La conscience et les actions pratiques sont ce qui forgent le caractère. Il n'est jamais trop tard pour corriger les erreurs, pour transformer la tragédie en espoir. Parce que l'atout le plus précieux est ce que vous donnez, pas ce que vous possédez. Merci de nous avoir accompagnés. Nous vous souhaitons à tous la paix et de garder la foi en la bonté. Aimez, partagez et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires touchantes. Au revoir et à bientôt.